Bonjour, et bienvenue sur La Vie Sereine. L'histoire d'aujourd'hui commence par un simple appel téléphonique. C'est le récit de la manière dont un appel, reçu 3 mois après mon divorce de la part de mon ex-belle-mère, a pu bouleverser une vie entière et remettre en place chaque pièce d'un passé douloureux. Si cette histoire vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Votre soutien, même modeste, est une force immense pour nous. Un dimanche après-midi ensoleillé, la sonnerie stridente du téléphone brisa le silence. J'étais assis sur mon balcon, une tasse fumante de tisane à la verveine entre les mains, l'esprit absorbé par les pages d'un livre que j'avais longtemps voulu lire. C'était un sentiment de paix si profond qu'il m'était étranger, un luxe que je n'avais même pas osé imaginer au cours des 5 dernières années. L'écran de mon portable s'illumina, affichant un numéro inconnu mais d'une familiarité glaçante. Je fronçai les sourcils, hésitai un instant, puis fis glisser mon doigt sur l'écran pour répondre. « Allô ?» À l'autre bout du fil, une voix de femme, aiguë et hystérique, agressa mon tympan, mêlée aux sirènes d'une ambulance et aux cris confus de la foule. « Chloé, c'est toi ? Viens tout de suite à l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière. Julien a eu un accident de moto. C'est très grave. Le médecin dit qu'il faut l'opérer d'urgence, mais il faut une caution de 30 000 euros. Apporte l'argent, vite, et sauve ton mari. Dépêche-toi, ou il sera trop tard. » Je restais figé. Cette voix, ce ton arrogant et autoritaire, je l'aurais reconnue même réduite en cendres. C'était celle de mon ex-belle-mère, Madame Martine Dubois. Mais attendez, ton mari ? De quoi parlait-elle ? Je posai ma tasse sur la petite table en fer forgé, produisant un léger tintement. Je pris une profonde inspiration, espérant que le parfum subtil de la verveine apaiserait les battements de mon cœur affolé par la surprise. Puis, un rire m'échappa, un rire léger, teinté de sarcasme, mais chargé d'un mépris qui aurait pu fendre le ciel. « Je suis désolé, mais je pense que vous vous êtes trompé de numéro. Ou peut être que l'âge vous joue des tours, » répondis-je d'une voix d'un calme glacial. Il y eut un silence au bout du fil, puis un hurlement encore plus puissant éclata, comme pour déchirer le haut-parleur de mon téléphone. « Qu'est-ce que tu racontes ? C'est moi, ta belle-mère, la mère de Julien. Ton mari est en train de se vider de son sang aux urgences. C'est toi sa femme, alors c'est à toi de trouver l'argent pour le sauver. 30 000 euros. » Ce chiffre, prononcé si légèrement de ses lèvres, comme si elle me prenait pour une machine à billets. Ou pensait-elle encore que j'étais la Chloé soumise et naïve d'il y a 3 mois ? Je me levai et m'approchai de la balustrade, regardant la foule affairée en bas. La brise du soir caressait mes cheveux. Je pouvais sentir le parfum de la liberté, une liberté acquise au prix de mon sang et de mes larmes. « Madame Dubois, » dis-je, abandonnant le titre de maman que j'avais autrefois utilisé, « vous devriez être prendre des fortifiants. Cela fait déjà 3 mois que le tribunal a prononcé le divorce. Votre fils, Julien, et moi, nous sommes désormais des étrangers. Qu'il vive ou qu'il meure, qu'il ait un accident ou qu'il soit malade, en quoi cela me concerne-t-il au point que vous me demandiez 30 000 euros ? De quel droit ? Et qui êtes-vous, pour commencer ? » Sa respiration haletante était clairement audible. Elle devait être sous le choc. Choquée que sa brouille autrefois docile ose lui tenir tête, choquée par ma froideur, ou peut être choquée de réaliser que son autorité illusoire venait de voler en éclats comme une bulle de savon. « Toi, comment oses-tu me parler sur ce ton ? Après toutes ces années passées sous le même toit, il y a bien un peu d'affection, non ? C'est le père de ma petite fille. Tu pourrais le regarder mourir sans rien faire ? Espèce de garce, je vais révéler ton vrai visage à tout le monde. Son Sam, tout ça c'est pour Sam. » Elle se lança dans son répertoire habituel de menaces et de chantage affectif. Je souris. Cette fois, c'était un sourire teinté de l'amertume du passé. « L'affection ? Vous osez prononcer ce mot ? Pensiez-vous à l'affection quand, par une nuit d'orage, votre fils et vous m'avez jeté à la rue ? Pensiez-vous à l'affection quand votre fils m'a frappé jusqu'à me couvrir de bleu pour défendre cette jeune femme ? Pensiez-vous à l'affection quand, au tribunal, vous l'avez incité à dissimuler tous nos biens pour me laisser partir les mains vides avec ma fille ? » Je fis une pause, ravalant la boule amère qui me serrait la gorge. La cicatrice de mon cœur, que je croyais guérie, semblait se rouvrir sous ses griffes. Mais cela ne faisait plus mal, c'était simplement grotesque. « Madame Dubois, j'ai entendu dire que votre fils allait bientôt se remarier.
avec cette charmante et talentueuse Élodie, n'est-ce pas? Issue d'une bonne famille, et portant même en elle ce petit-fils que vous chérissez tant. Pourquoi ne l'appelez-vous pas, elle? Elle a de l'argent, non? Demandez-lui d'apporter les fonds pour sauver son futur mari. Ne vous humiliez pas à appeler son ex-femme. Le silence s'installa à l'autre bout du fil. Seule sa respiration erratique et le chaos sonore de l'hôpital persistaient. J'avais touché la corde sensible. Il était évident que quelque chose était arrivé à sa merveilleuse future belle-fille pour qu'elle ravale sa fierté et appelle celle qu'elle avait traitée comme un déchet. Élodie, cette fille. La voix de Madame Dubois devint soudainement faible, tremblante, perdant toute son arrogance. Elle a disparu avec tout l'argent. Je t'en supplie. Juste cette fois, sauve Julien. S'il te plaît, je t'en prie. Je suis désolé, mais je ne suis ni une sainte, ni une banque caritative. Ces 30 000 euros, c'est l'argent dont j'ai besoin pour élever ma fille. Votre petite fille, oui, celle que vous traitiez autrefois de gamine inutile. Je raccroche. Je pressai fermement le bouton pour mettre fin à l'appel. L'écran devint noir, et le silence qui suivit sembla rompre le dernier lien qui me rattachait à cette famille infernale. Je me laissai tomber sur ma chaise. Mes mains tremblaient encore légèrement, non pas de peur, mais d'une rage longtemps contenue qui remontait à la surface. Il y a 3 mois à peine, je quittais cet hôtel particulier aux allures de prison dorée. Il pensait sans doute que j'allais finir dans un studio misérable, que je reviendrais supplier à genoux pour un peu d'affection. Mais la vie était imprévisible. La Chloé d'aujourd'hui n'était plus celle d'hier. Et Julien, l'homme qui m'avait trahi pour une autre, gisait maintenant là-bas, attendant la mort, abandonné par cette même maîtresse. Le karma, un mot qui sonne si spirituel, mais qui, à cet instant, n'avait jamais semblé aussi concret et cruel. Je pris une gorgée de ma tisane. Le goût sucré du miel se mêlait à l'amertume de la verveine. Je me souvins du jour, 5 ans plus tôt, où j'avais franchi pour la première fois le seuil de la maison des Dubois, en tant que leur belle-fille. À cette époque, je croyais naïvement au mot famille. J'avais donné mon cœur, mon argent et ma jeunesse pour ce foyer. Et qu'ai-je reçu en retour? Une trahison abjecte et un calcul d'une cruauté glaciale. Le croiriez-vous? Moi, gagnant 4 000 euros par mois, je me suis fait confisquer mon compte en banque par ma belle-mère, qui me donnait chaque matin la somme dérisoire de 15 euros pour faire les courses. Moi, une épouse dévouée, je n'ai rien su de la liaison que mon mari entretenait secrètement pendant 2 ans, sous notre propre toit. Et le comble de l'infamie, c'est qu'ils ont tenté de me vendre pour financer la vie de sa maîtresse. L'histoire de ma vie, celle d'un mariage noyé dans les larmes et de ma spectaculaire métamorphose pour obtenir ma revanche de la manière la plus civilisée qui soit, ne faisait que commencer. Ce que Madame Dubois venait de dire au téléphone n'était que la partie émergée de l'iceberg. Pourquoi Julien en était-il arrivé là? Quelle était la véritable identité de sa maîtresse, Élodie? Et qu'avais-je fait pour leur ouvrir les yeux? Sur la table, ma tisane avait refroidi, mais l'arrière-goût amer de cette conversation imprégnait encore ma langue et chaque recoin de ma mémoire. Je fermai les yeux, me laissant bercer par le vent du soir. Le temps remonta 5 ans en arrière, à l'époque où, à 25 ans, pleine de foi en l'amour et de vitalité, j'entrai joyeusement dans la maison des Dubois, vêtu d'une robe de mariée d'un blanc immaculé. Ce jour-là, tout le monde disait que j'avais fait un beau mariage. Julien, mon mari d'alors, avait l'allure douce d'un intellectuel et était le fils unique d'une famille possédant un magnifique hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris. Moi, bien qu'originaire de Lyon, j'étais diplômé avec mention d'une grande école de commerce et occupais le poste envié de directrice marketing avec un salaire conséquent. Mais aux yeux de ma belle famille, je n'étais qu'une pièce rapportée. Comme le dit le proverbe, il faut dormir dans le lit pour savoir s'il y a des punaises. Cette demeure somptueuse était en réalité une prison étouffante qui a englouti ma jeunesse et ma liberté. Dès le premier soir de notre mariage, alors que je n'avais même pas encore déballé mes cadeaux, Madame Dubois me convoqua au salon. Assise sur une chaise en bois de rose sculptée de dragons, elle me tendit, d'un air glacial, une feuille de papier couverte d'un règlement intérieur. « Chloé, c'est une grande chance pour toi d'entrer dans notre famille. Je vais te dire comment tu dois te comporter dorénavant. Nous sommes une petite famille, et depuis que le père de Julien est décédé prématurément, j'ai élevé mon fils seul. Je ne supporte donc pas de le voir désavantagé.
À partir de ce mois-ci, je gérerai vos 2 salaires. Stupéfaite, je bégayai. Quoi? Mais maman, nous sommes des adultes maintenant. Nous aimerions gérer notre budget nous-mêmes, faire des dépenses, épargner. Épargner? Me coupa-t-elle d'une voix sèche. Vous les jeunes, dès que vous avez de l'argent, vous le dépensez à tort et à travers. Si je gère tout, c'est pour votre bien. Je vous le rendrai plus tard, en cas de besoin. Tu as peur que je vous vole? Julien est d'accord. Une femme doit suivre son mari. Je me tournai vers Julien, espérant son soutien, mais il baissait la tête, se contentant d'éplucher une pomme. Laisse maman s'en occuper. Elle gère mieux les comptes que toi. Ne sois pas si calculatrice avec elle. Assez, pauvres Bissi. Ces mots furent comme une douche froide. Mais en tant que nouvelle bru désireuse de paix, je ravalai mes larmes et lui remis mon rêve et mes accès bancaires. Ce fut le début de ma déchéance en tant que domestique de luxe non rémunéré. Chaque matin, avant d'aller travailler, je devais me lever à l'aube pour nettoyer la vaste maison de 4 étages, puis aller au marché préparer le petit déjeuner. Madame Dubois était extrêmement exigeante. Le pot au feu devait mijoter depuis la veille, et chaque feuille de salade devait être lavée individuellement. Ensuite, je me précipitais au bureau sur mon scooter pour affronter la pression de mon poste de directrice. Le soir, quand mes collègues m'invitaient à prendre un verre ou aller au spa, je devais courir à la maison pour préparer le dîner à l'heure. Julien, lui, rentrait et s'affalait sur le canapé, attendant qu'on le serve en regardant la télévision. Madame Dubois revenait de son cours de yoga et trouvait toujours à redire, une trace de poussière dans l'escalier, une soupe pas assez salée. Le plus humiliant concernait l'argent. Mon salaire de 4 000 € et celui de Julien, 2 500 €, allaient directement dans le coffre-fort de Madame Dubois. Chaque matin, elle me donnait exactement 15 €. 5 € pour mon déjeuner et mes transports, et 10 € pour les courses du dîner de 3 personnes. Gère bien cet argent. Ne le dépense pas pour des bêtises, me disait-elle en me tendant les billets, comme si j'allais m'enfuir avec. 10 € pour un dîner à 3 dans un Paris si cher. Je devais me creuser la tête, me rendre au marché de fin de journée pour négocier le prix d'un poisson ou de légumes abîmés. Certains jours, pour pouvoir acheter un poulet rôti pour mon mari, je jeûnais le midi, me comptant d'eau pour tenir le coup. Une fois, pour le gala annuel de mon entreprise, je devais porter une robe de soirée. En ouvrant ma penderie, je n'y trouvais que de vieux vêtements de mes années d'étudiante. Je pris mon courage à 2 mains et demandai 150 € à Madame Dubois pour une nouvelle robe. Elle me regarda comme si je venais de lui demander de braquer une banque. Une robe? Pour qui veux-tu te faire belle? Une femme mariée n'a pas besoin de ça. Mais n'importe quoi. 150 €, c'est le budget nourriture d'une semaine pour certains. Ne sois pas si dépensière. Humilié, je courus dans ma chambre en pleurant et me plaignis à Julien. Il était en train de jouer à un jeu vidéo et fronça les sourcils, agacé. Pourquoi faire tout un drame pour une robe? Maman a raison. Arrête d'être aussi vaniteuse. Pour moi, tu es très bien même en pyjama. Porcé, malo passé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon mari n'était pas seulement faible, mais aussi d'une indifférence cruelle. Habitué à la protection de sa mère, il considérait mon dévouement comme un dû. À leurs yeux, j'étais une machine à gagner de l'argent et un robot ménager, sans désir ni émotion. J'ai pensé au divorce, mais c'est à ce moment-là que 2 barres roses sont apparues sur mon test de grossesse. Cet enfant, arrivé au moment le plus désespéré, est devenu la corde qui me retenait dans cet enfer. Je me suis raisonné. Allez, tiens bon encore un peu, pour le bébé. Avec un petit enfant, Madame Dubois changera, et Julien deviendra plus mature. Mais je me trompais. Mon sacrifice silencieux, loin d'être respecté, fut impitoyablement piétiné par l'arrivée d'une tierce personne, qui fit voler en éclats la façade de cette famille faussement heureuse. Vers les 2 ans de ma fille, Léa, la carrière de Julien connut un petit changement. Il fut promu chef de projet. Son salaire n'augmenta pas beaucoup, mais il avait plus de dîners avec des clients et de réunions avec des partenaires. C'est là que j'ai commencé à remarquer des changements étranges. Julien accordait plus d'attention à son apparence, mettait de l'eau de toilette avant de sortir et, surtout, ne quittait jamais son téléphone. Il avait changé son code de verrouillage,
posait toujours son téléphone écran contre table et sortait souvent sur le balcon la nuit pour murmurer au téléphone. Mon intuition féminine me hurlait que quelque chose n'allait pas, mais chaque fois que je posais une question, il balayait mes doutes. Arrête avec ta paranoïa. Je suis déjà stressé par le travail. Si en plus tu me fais un interrogatoire à la maison, où suis-je censé me reposer? Madame Dubois, témoin de nos disputes, prenait toujours le parti de son fils. Il travaille si dur pour vous nourrir, toi et ta fille, et toi, tu n'as que de la jalousie à lui offrir. Une femme jalouse est la plus sotte des créatures. Encore une fois, je ravalai ma colère et me tus. Jusqu'au jour où, alors que Julien était sous la douche, j'ai vu une notification apparaître sur son écran verrouillé. Mon amour, tu viens ce soir? Tu me manques. Notre bébé aussi veut voir son papa. L'expéditrice était Élodie, assistante. Mon monde se mit à tourner. Notre bébé? Julien avait un autre enfant? D'une main tremblante, j'ai secrètement déverrouillé son téléphone. Heureusement, je l'avais surpris en train de taper son code la veille. Ce que je vis fut une avalanche de messages mielleux et de photos intimes de Julien avec une femme jeune, belle et sexy. C'était la nouvelle assistante d'une société partenaire, nommée Élodie. Mais ce qui me plongea dans le désespoir ne furent pas les mots d'amour, mais les relevés de virement. Chérie, envoie-moi 1500 € pour mes vitamines prénatales. Il faut bien prendre soin de notre héritier. Oh, chérie, ce sac Chanel est magnifique. Il ne coûte que 4000 €. Tu me l'offres? Dis. D'accord, je vais demander un peu d'argent à ma mère et je te l'envoie. Mes jambes se dérobèrent sous moi. Le salaire que je gagnais à la sueur de mon front et que je remettais à ma belle-mère n'était pas épargné comme elle le prétendait. Elle le donnait à Julien, qui l'utilisait pour entretenir sa maîtresse. Le pire fut révélé en parcourant d'anciens messages, une conversation entre Julien et sa mère. « Maman, Élodie a fait une échographie. Le médecin dit que c'est un garçon à 90%. Ton petit-fils, maman. Vraiment? Oh, le ciel soit loué. Bien joué, mon fils. Prends bien soin d'elle. Chloé n'a eu qu'une fille. J'étais si déçu. Gardons le secret pour l'instant. On verra quoi faire après qu'Élodie aura accouché. Si tu manques d'argent, dis-le-moi. On utilisera le salaire de Chloé pour prendre soin de mon petit-fils. » Je laissai tomber le téléphone sur le lit. Le bruit sourd fut comme le son de mon cœur, se brisant en 1000 morceaux. Cette famille n'était qu'une bande d'escrocs organisés. La femme que j'appelais « maman », pour qui j'avais cuisiné pendant 5 ans, était la complice de l'adultère de son fils. Loin de le raisonner, elle utilisait l'argent que je gagnais durement pour financer la grossesse de sa maîtresse. Tout ça à cause de cette mentalité archaïque et cruelle de la préférence masculine. Elle n'avait jamais acheté une seule boîte de lait ou un bonbon pour ma fille Léa, sa propre petite fille. Elle la méprisait, la qualifiant de « gamine inutile ». Mais pour l'enfant à naître d'une étrangère, elle était prête à tout, même à exploiter sa belle-fille. La haine, la colère, la douleur, toutes ces émotions négatives bouillonnaient en moi, m'empêchant de respirer. Je voulais courir au salon et arracher leur masque hideux, mais ma rationalité de femme d'affaires me retint. Si je faisais une scène maintenant, qu'est-ce que j'y gagnerais? Julien irait tout ou, pire, partirait avec sa maîtresse. Madame Dubois se joindrait à lui pour nous jeter, ma fille et moi, à la rue. Tous les biens étaient à son nom ou à celui de Julien, et je n'avais pas un centime. Je perdrais tout et devrais repartir de zéro, dans la misère. Reste calme, élabore un plan. Tu dois te débarrasser de cette famille pourrie et récupérer ce qui t'appartient. Agis, Toraya Mojde. J'essuyai mes larmes, remis le téléphone à sa place et tentai de reprendre une respiration normale. Julien sortit de la salle de bain en sifflotant. Je pliai les vêtements de notre fille. Avec un visage aussi calme qu'un lac avant la tempête, je demandai doucement « Tu as fini ta douche? Tu dînes à la maison ce soir? » « Non, j'ai une réunion avec mon directeur et un client, je rentrerai tard. »« Dîne avec maman, » dit-il, en se coiffant et en se parfumant. Je savais maintenant que ce parfum était pour une autre femme. « D'accord, fais attention sur la route. » Alors que sa silhouette disparaissait derrière la porte, mon sourire tendre s'évanouit, remplacé par un regard acéré. « Profitez-en bien. Ce seront vos derniers jours de bonheur. Maintenant que je connais la vérité, le prix à payer sera bien plus élevé que vous ne l'imaginez. » Dans les jours qui suivirent,
J'ai commencé à enquêter discrètement sur Élodie. Qui était-elle? Pourquoi s'était-elle intéressée à Julien, un homme faible, au salaire modeste et prétentieux? Plus important encore, j'ai découvert que Julien et Madame Dubois convoitaient le seul bien que mes parents m'avaient donné en dot, un terrain constructible en Provence. Ils tramaient un complot horrible pour me le voler. Qu'allaient-ils en faire? Et comment ai-je réussi à retourner leur stratagème contre eux? La vérité sur le petit-fils et Élodie était-elle aussi simple qu'ils le pensaient? Après cette nuit fatidique où j'ai découvert le secret sur le téléphone de mon mari, j'ai vécu comme un fantôme dans cette maison. En apparence, j'étais toujours la gentille belle-fille, allant travailler et préparant les repas, mais mon cœur était devenu froid et méfiant. Je savais que cette paix factice n'était que le calme avant une tempête monumentale. Et cette tempête a éclaté plus tôt que prévu, non pas à cause de la maîtresse, mais de la cupidité sans fin de ce duo mère-fils. Un soir de week-end, Madame Dubois, fait exceptionnelle, alla elle-même en cuisine pour préparer mon plat préféré, un bœuf bourguignon. Elle me servit avec une affection mielleuse, son sourire me donnant la chair de poule. Julien, à côté, était tout aussi anormalement prévenant, me demandant sans cesse si mon travail n'était pas trop fatigant. Après le repas, Madame Dubois nous convoqua au salon. Elle nous servit une tisane, s'éclaircit la gorge et commença. « Chloé, les affaires de Julien marchent bien en ce moment. Une excellente opportunité s'est présentée pour ouvrir une chaîne de bistrot avec des amis, mais il manque un peu de fonds. Je me demandais si tu ne pouvais pas aider ton mari. Donc fait. Je bus une gorgée de tisane pour dissimuler mon dégoût. Comment pourrais-je l'aider? C'est vous qui gérez tout mon salaire. Je n'ai pas d'argent. » Madame Dubois hésita un instant, puis alla droit au but. « Tes parents t'ont donné un terrain en Provence comme dot, n'est-ce pas? On dit que sa valeur a beaucoup augmenté. Va voir tes parents, convainc-les de vendre ce terrain. Avec cet argent, on pourra financer le projet de Julien. Si ton mari réussit, ce sera bon pour toi aussi, non? » À côté, Julien renchérit, les yeux brillants. « Oui, chérie, c'est une chance unique. Vends-le. Je te le promets, ce n'est qu'un prêt pour 2 ans. Plus tard, quand je gagnerai de l'argent, je t'achèterai un terrain 2 fois plus grand. » Je les regardais avec un mépris infini. Ce terrain était mon dernier rempart, le fruit des économies de toute une vie de mes parents pour assurer mes arrières. Et ils osaient me demander de le vendre? En réalité, en espionnant le téléphone de Julien et en écoutant les conversations de Madame Dubois, je savais déjà de quelle opportunité d'affaires il s'agissait. Il n'y avait pas de chaîne de bistrot. La vérité, c'est que Julien avait accumulé d'énormes dettes de jeu. La dette s'élevait à plusieurs centaines de milliers d'euros, et les créanciers menaçaient de lui briser les jambes s'il ne remboursait pas. De plus, sa maîtresse, Élodie, le menaçait d'avorter de leur précieux fils s'il ne lui achetait pas un appartement de luxe pour sa grossesse. Julien et Madame Dubois étaient au pied du mur. Pour sauver les apparences vis-à-vis des voisins, ils ne pouvaient pas vendre leur hôtel particulier. Ils s'en prenaient donc à mon seul bien. Ils voulaient me dépouiller jusqu'au dernier centime pour entretenir la maîtresse et payer les dettes de jeu. « Ce terrain est au nom de mes parents. Je n'ai pas le droit de le vendre, » répondis-je froidement en posant ma tasse avec fermeté. Le visage de Madame Dubois se durcit, son sourire s'évanouit. « Alors, va les supplier. Tu es leur fille unique. À qui le donnerait-il sinon à toi? Tu trouves que c'est trop cher payé pour ton mari? C'est de son avenir professionnel qu'il s'agit. » « Professionnel? Ou de ses dettes? » demandai-je nonchalamment en fixant Julien. Il sursauta et renversa son verre d'eau. « Qu'est-ce que tu racontes? Je suis un homme d'affaires respectable. »« Quelle dette? » ?»« D'accord, dis-je en me levant, feignant de soupirer. « Je vais y réfléchir. C'est une décision importante. Je ne peux pas me décider tout de suite. » Je retournai dans ma chambre, les laissant avec des visages pleins de frustration. Cette nuit-là, j'entendis une dispute provenant de la chambre de Madame Dubois. « Maman, regarde comme elle est têtue. Si elle ne vend pas ce terrain, je suis mort. Les créanciers m'ont donné jusqu'à la semaine prochaine. Et Élodie menace de me quitter. Calme-toi, je vais m'en occuper. Si la douceur ne marche pas, il faudra utiliser la manière forte. Elle vit sous notre toit, et nous avons sa fille. Où pourrait-elle aller? Si on continue à faire pression, elle finira par céder. » En entendant ces paroles cruelles, je sus que je ne pouvais plus attendre. Ils ne me voyaient pas comme un membre de la famille, mais comme une proie. Je devais agir avant eux.
Le lendemain, je pris un jour de congé en secret. Je récupérai tous mes documents importants et l'acte de propriété du terrain que j'avais caché et les déposai dans un coffre-fort à la banque. Puis, pour recueillir des preuves, j'installai discrètement une micro-caméra dans le salon. Mais je ne savais pas que leur cruauté ne se limiterait pas à des exigences financières. C'est leur cupidité et leur désir qui allaient mener la tragédie à son paroxysme et déclencher cette nuit d'orage fatidique que je n'oublierai jamais. Un vendredi après-midi, je reçus un message d'un numéro inconnu. C'était une photo de Julien, enlaçant une femme, entrant dans un hôtel de luxe parisien. Le message provocateur qui l'accompagnait disait « Bonjour, votre mari prend bien soin de nous. Continuez à bien faire la cuisine à la maison. » L'expéditrice n'était autre qu'Élodie. Elle me provoquait, espérant que je perde la tête et que je quitte la maison de mon plein gré, lui laissant la place. Mon sang ne fit qu'un tour. Je n'en pouvais plus. Je confiai ma fille à ma mère, qui était de passage, et sautai dans un taxi en direction de l'hôtel. Je n'y allais pas pour me battre, mais pour mettre fin à cette mascarade par une confrontation à trois. Devant la porte de la chambre 302, mon cœur battait à tout rompre. Je pris une profonde inspiration et frappai. « Qui est-ce ? Le room service ?» C'était la voix de Julien, légèrement pâteuse. La porte s'ouvrit. Julien, une simple serviette nouée autour de la taille, le visage rouge, se tenait là. À l'intérieur, Élodie, vêtue d'une fine nuisette, était allongée sur le lit, caressant son ventre légèrement arrondi avec une expression triomphante. En me voyant, Julien devint blême et se figea. « Chloé, qu'est-ce que tu fais là ?» Je ne répondis pas, entrai dans la chambre et fixai Élodie. Elle n'avait pas peur du tout. Au contraire, elle esquissa un sourire et se redressa lentement. « Bonjour, Chloé, vous tombez bien. Julien vient de me promettre de nous acheter un appartement. Essis, mistedo capese, elle a dit voix, elle a, Julien, dis-je en me tournant vers mon mari, la voix tremblante de colère contenue. D'où vient l'argent pour lui acheter un appartement? De la vente du terrain de mes parents? Ou de l'argent que vous avez volé sur mon salaire pendant des années? Julien regardait alternativement Élodie et moi, ne sachant que faire. Élodie fit la moue. Ne soyez pas si avare. C'est le précieux héritier de votre famille. C'est normal de dépenser un peu d'argent pour lui, non? Puisque vous n'êtes pas capable de donner un fils, je le fais à votre place. Vous devriez me remercier. Te remercier? Je ris amèrement. Remercier une femme comme toi, qui vole le mari des autres et lui soutire de l'argent. Tu crois qu'il t'aime? Il se sert juste de l'enfant que tu portes pour obtenir de l'argent de sa mère. Et toi, tu n'as besoin que de son argent. Vous vous êtes bien trouvés, tous les deux. C'est répugnant. Tais-toi, hurla soudain Julien en se jetant sur moi. Comment oses-tu insulter Élodie? Elle porte mon enfant. Ton enfant? Tu es sûr que c'est le tien? Lâchai-je, exprimant un doute que je nourrissais depuis longtemps. Ces mots furent la mèche qui alluma la poudrière. Élodie se mit à hurler et à jouer la comédie. Chérie, elle maudit notre bébé. Elle veut le tuer. Frappe-la. T'as ça non. Pauvre sa fou, ça avait. Fou, pauvre sa fou. Julien, ivre et emporté par le désir de protéger sa maîtresse, leva la main sans hésiter. Clac. Une douleur fulgurante me brûla la joue. Je chancelai, tombai et me cognai la tête contre le coin d'une table. Le sang se mit à couler. Je levai les yeux vers l'homme que j'avais un jour appelé mon mari. Il se tenait là, les yeux injectés de sang, les poings serrés, sans le moindre remords. « Dégage, sors de ma vue, espèce de garce !» rugit-il. Je me relevai en titubant, essuyant le sang sur mon front. Je regardai Élodie, souriant triomphalement, et Julien, féroce comme une bête. Ce n'était pas juste. Mes larmes s'étaient taries. D'accord, je m'en vais. Je te laisse ce tas d'ordures. J'espère que vous serez heureux dans votre bourbier. Je quittai l'hôtel et pris un taxi directement pour la maison. Je devais parler à Madame Dubois. J'avais encore un infime espoir qu'elle, en tant que mère et grand-mère, réagirait. Je pensais qu'en apprenant que son fils avait frappé sa femme pour sa maîtresse, elle aurait un peu de conscience. J'avais tort, terriblement tort. Quand j'arrivai, une pluie battante se mit à tomber. Trempé, le front en sang, je me précipitai dans le salon. Madame Dubois regardait la télévision et sursauta en me voyant. « Mais, qu'est-ce que tu as fait? Tu es folle?
Regarde-toi. Tu fais honte à la famille. Maman, dis-je, la gorge nouée, Julien me trompe. Il m'a frappé. Il entretient cette femme avec l'argent de la famille. Je m'attendais à ce qu'elle soit choquée, qu'elle me demande ce qui s'était passé. Mais non. Elle sirota son thé, les yeux rivés sur l'écran, et dit froidement, « Je sais. » Et alors, je restais figé. Vous saviez, et vous n'avez rien dit. Vous avez encouragé votre fils à me tromper? Madame Dubois se tourna vers moi, avec un regard de mépris que je n'oublierai jamais. Qu'un homme aille voir ailleurs, ce n'est pas la fin du monde. Ce qui est important, c'est qu'Élodie va nous donner un fils. Elle est intelligente et agréable. Toi, qu'as-tu fait pour cette famille pendant toutes ces années? Tu n'as eu qu'une fille, tu as toujours été radine, et quand on te demande de vendre un terrain pour aider ton mari, tu refuses. Tu es une belle fille inutile. Maman, ne m'appelle pas maman, ça me dégoûte. Elle se leva et désigna la porte. Julien m'a appelé. Il a dit que tu lui avais manqué de respect et insulté sa compagne. Notre famille n'a pas besoin d'une belle fille comme toi. Si tu as un peu de bon sens, dégage de ma vue. Comme ça, je pourrai faire venir Élodie. Je ne vais pas laisser mon précieux petit-fils grandir dans la rue, n'est-ce pas? Vous me mettez à la porte, en pleine nuit, demandai-je en tremblant. Sors tout de suite. Tu vas faire une scène? C'est ma maison. Je fais ce que je veux. Eya. Sur ce, elle courut dans ma chambre, fourra quelques-uns de mes vêtements dans une vieille valise et la jeta dans la cour. Dégage. Et n'espère pas emporter quoi que ce soit de cette maison. Tu as dit que Léa était chez tes parents? Eh bien, élève-la là-bas. Nous n'avons pas l'intention d'élever une gamine inutile. Je me tenais au milieu de la cour, sous la pluie glaciale. Le sang de mon front se mêlait à l'eau qui ruisselait sur mon visage. Ma valise gisait dans une flaque de boue. Le lourd portail se referma devant moi avec un bruit sourd, rompant tout lien d'affection et d'espoir. Je levai les yeux vers la somptueuse demeure, l'endroit où j'avais consacré 5 ans de ma jeunesse, à en polir chaque recoin, à y préparer chaque repas. C'était maintenant une forteresse froide qui me rejetait. Cette nuit d'orage, traînant ma lourde valise, je quittais cette ruelle familière en chancelant. Je ne me retournais pas. Je savais que je venais de m'échapper de l'enfer. C'était douloureux, humiliant, mais j'avais survécu. Et je fis le serment au ciel que ceux qui nous avaient jetés, ma fille et moi, à la rue cette nuit-là, le paierait très cher. Après cette nuit de tempête, je suis rentré chez mes parents, le corps et le cœur en lambeaux. Mes parents, voyant leur fille défaite et leur petite fille désemparée, eurent le cœur brisé. Mon père, d'ordinaire si doux, frappa la table de son poing et cria « Divorce immédiatement. Tu crois qu'on n'a pas de quoi vous nourrir, ta fille et toi? N'aie aucun regret pour ces ingrats. » Grâce à leur soutien, dès le lendemain matin, j'ai déposé une demande de divorce. Je pensais que tout se terminerait vite, que chacun suivrait son chemin. Mais j'avais sous-estimé la cruauté du duo mère-fils. Pour eux, le divorce n'était pas la fin d'une relation, mais la dernière occasion de me dépouiller de mes derniers biens avant de m'effacer définitivement de leur vie. La première audience de conciliation se déroula dans une tension étouffante. Madame Dubois et Julien se présentèrent avec un avocat et des inconnus, qui se révélèrent plus tard être de faux témoins. Julien, assis en face de moi, avait perdu toute la férocité de la veille, remplacée par un air froid et calculateur. Il ne me regarda pas une seule fois, concentré sur ses documents. Lorsque le juge aborda la question du partage des biens et de la garde de l'enfant, l'avocat de Julien se leva et fit une déclaration qui me laissa sans voix. « Monsieur le juge, mon client demande la garde exclusive de la petite Léa. Madame Chloé n'a pas les qualités morales requises pour être une mère. Elle a commis un adultère, a négligé son foyer et n'a actuellement ni revenu stable ni logement, vivant au crochet de ses parents. Ace. Je me levai d'un bond et criai. C'est un mensonge. C'est lui qui m'a trompé. Il a une maîtresse et un enfant avec elle. Madame Dubois intervint immédiatement, me pointant du doigt. Ne crie pas comme ça. Arrête tes calomnies. Mon fils est irréprochable. Mais qui sait avec qui tu as traîné, toi qui travaillais jour et nuit? Nous avons des preuves. Seita, elle jeta sur la table une liasse de photos floues, me montrant en train de déjeuner ou de prendre un café avec un partenaire commercial. Les angles de prise de vue étaient habilement choisis pour donner une impression d'intimité.
Ils avaient même payé un inconnu pour témoigner qu'il était mon amant et qu'on se voyait en secret depuis 2 ans. Mon sang bouillait. Non seulement ils voulaient me prendre ma fille, mais ils voulaient aussi détruire ma réputation. Pour justifier de m'avoir chassé et de me voler mes biens, ils voulaient faire de moi une femme infidèle. Concernant les biens, Julien prétendit que toutes les économies du ménage provenaient de son travail et que mon salaire n'était qu'un argent de poche. Il exigea la moitié de la valeur de mon terrain, prétextant que sa valeur avait augmenté grâce à ses efforts. Il nia effrontément que Madame Dubois avait géré tout mon salaire pendant 5 ans. Je l'ai regardé, un dégoût immense me montant à la gorge. Comment peut-on être aussi abject? Après m'avoir dévoré, ils voulaient maintenant boire jusqu'à ma dernière goutte de sang. Mais ils avaient oublié une chose, j'étais une femme d'affaires. Je pouvais endurer pour le bien de ma famille, mais acculé, je savais me défendre. Je pris une profonde inspiration et fis un signe à mon avocat. Il ouvrit calmement sa mallette et présenta les preuves accablantes que j'avais secrètement rassemblées. Premièrement, concernant l'accusation d'adultère, nous avons fourni les enregistrements de vidéosurveillance de mon entreprise, prouvant que ces rencontres étaient professionnelles et en présence de collègues. Nous avons également soumis un enregistrement audio de la dispute de l'hôtel, où Julien admettait l'existence d'Élodie et de l'enfant, et où l'on entendait Madame Dubois me mettre à la porte. Le faux témoin, après quelques questions de mon avocat, finit par avouer en bafouillant qu'il avait été payé 200 € pour jouer ce rôle. Deuxièmement, concernant les biens, nous avons présenté mes relevés bancaires des 5 dernières années. Bien que Madame Dubois ait exigé du liquide, mon entreprise virait mon salaire sur mon compte. J'ai pu prouver que les retraits mensuels correspondaient aux dates de ses dépôts sur ses comptes d'épargne que j'avais secrètement photographiés. Le plus important, c'est que l'acte de donation de mon terrain précisait qu'il était un don exclusivement à ma fille Chloé, et que cela avait été notarié avant le mariage. Légalement, c'était un bien propre. Julien n'avait aucun droit dessus. Après examen des preuves, le tribunal rejeta toutes les demandes absurdes de Julien. La garde de Léa me fut accordée, et Julien fut condamné à me verser une pension alimentaire mensuelle. Le terrain fut reconnu comme mon bien propre. Quant aux économies, faute de preuves suffisantes que Madame Dubois les gérait pour moi, je ne pus les récupérer. J'avais perdu 5 ans de salaire, mais j'avais sauvé ma fille et mon honneur. C'était la plus grande des victoires. En sortant du tribunal, Madame Dubois, blême de rage de ne pas avoir obtenu le terrain, me couvrit d'injures. « Très bien, considère que je t'ai fait la charité. Tu crois que tu vas t'en sortir. Toi qui as abandonné ton mari, tu vas passer ta vie à pleurer, seul avec ta fille. » Julien me lança un regard haineux. « Tu te crois maligne, mais ne pense pas avoir gagné. Sans moi, tu n'es qu'une divorcée avec un enfant à charge. Quel homme voudra de toi ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et souris avec assurance. « Merci de vous inquiéter. Occupez-vous plutôt de votre précieuse maîtresse et de votre fille en or. Pour moi, être sorti de cette maison, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Je pris ma fille dans mes bras et montai dans ma voiture, laissant derrière moi leur visage déformé par la cupidité et la haine. La porte de l'enfer s'était refermée. Un nouveau monde s'ouvrait à moi. Même si le chemin à venir serait semé d'embûches, au moins, je pouvais respirer l'air de la liberté. 3 mois, 90 jours. Ce n'est pas long, mais pour quelqu'un qui sait se relever de l'abîme, c'est assez pour changer complètement son destin. Les premiers temps après le divorce furent très difficiles. J'ai trouvé un petit appartement pour ma fille et moi, assumant seul les rôles de père et de mère, ainsi que les charges financières. Chaque nuit, en serrant ma fille dans mes bras, je mouillais mon oreiller de larmes, pleurant ma solitude et mes blessures encore vives. La trahison de Julien et la cruauté de Madame Dubois me hantaient même dans mes rêves. Mais chaque matin, en voyant le sourire innocent de Léa, je me répétais « Tu ne dois pas t'effondrer. Tu ne peux pas laisser tes ennemis se réjouir de ta chute. La plus douce des revanches n'est pas dans les insultes ou les combats, mais en vivant une vie 10 000 fois plus heureuse et éblouissante qu'avec eux. » Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Forte de mon expérience et de mes compétences, et libérée des contraintes domestiques, ma concentration décuplée me permit de retrouver rapidement mon efficacité. J'ai remporté 3 gros contrats consécutifs pour mon entreprise, gagnant la reconnaissance de mes supérieurs. Je fus promue directrice générale du marketing, et mon salaire doubla. Avec de l'argent, j'ai commencé à investir en moi.
J'ai coupé mes longs cheveux ternes pour une coupe courte et chic. J'ai jeté les vêtements informes que Madame Dubois m'obligeait à porter et rempli ma garde-robe de tenue de bureau élégante qui mettait en valeur une silhouette que j'avais longtemps cachée. J'ai commencé le yoga, pris soin de ma peau et appris à me maquiller légèrement. Dans le miroir, il y avait une Chloé complètement différente, jeune, sophistiquée et pleine de vie. Mes yeux, autrefois noyés de tristesse, brillaient maintenant de confiance et de charisme. Mes collègues masculins et les partenaires commerciaux commencèrent à me regarder avec admiration et à m'approcher. Mais je me contentais de sourire. Mon cœur avait besoin de repos. Je voulais consacrer tout mon amour à ma fille et à moi-même. Alors que ma vie devenait de plus en plus lumineuse, de l'autre côté de la ville, celle de Julien et de sa famille commençait sa descente aux enfers. Par quelques amis communs, j'appris vaguement qu'il était en grande difficulté. Après le divorce, Julien avait fièrement fait emménager Élodie chez lui, vivant comme un couple. Madame Dubois, ravie, couvait sa nouvelle belle-fille enceinte de son petit-fils. Mais les beaux jours ne durèrent pas. Julien avait investi toutes ses économies restantes et emprunté à des amis pour ouvrir un bistrot chic au goût d'Élodie. Elle s'imaginait en patronne, comptant les billets sans lever le petit doigt. Mais Élodie, sous ses airs sophistiqués, était paresseuse et ignorante. Au lieu de gérer la qualité de la cuisine, elle dépensait sans compter en décoration et en shopping de luxe. 2 mois après l'ouverture, le restaurant était vide. La nourriture était médiocre, le service désagréable, et les clients avaient déserté. Le capital était épuisé, et les intérêts des prêts bancaires et des usuriers commencèrent à peser lourdement sur les épaules de Julien. Pour ne rien arranger, le malheur frappa aussi sa carrière. Distrait par les problèmes du restaurant et les caprices de sa maîtresse, il négligea son travail et commit une grave erreur sur un contrat important, causant une perte financière considérable à son entreprise. Il fut réprimandé par son supérieur, rétrogradé à un poste subalterne, et son salaire fut réduit de moitié. À cause des problèmes d'argent, l'atmosphère dans la maison de Madame Dubois devint étouffante. À table, on n'entendait plus de rire sur un avenir radieux, mais seulement des soupirs et des disputes. Une fois, j'ai croisé Julien par hasard au supermarché. Il poussait le caddie d'Élodie, l'air hagard, mal rasé, les vêtements négligés. Élodie, à côté, le harcelait en fronçant les sourcils parce qu'il ne pouvait pas lui acheter les raisins importés qu'elle voulait. En me voyant, moi, son ex-femme, resplendissant dans une robe rouge, des talons hauts et un sac de marque, riant joyeusement avec ma fille, Julien fut si surpris qu'il en laissa tomber une brique de lait. Il me fixa, abasourdi. Son regard était un mélange de surprise, de regret et de honte. Je passais à côté de lui comme le vent, sans même un bonjour. À cet instant, je sus que j'avais gagné. Non pas parce que j'étais plus riche que lui, mais parce que j'avais retrouvé la valeur que j'avais perdue en étant avec lui. Mais ce n'était que le début de l'effondrement de leur famille. Quand l'argent disparut, l'amour s'envola. Élodie, la maîtresse que Madame Dubois avait tant choyée, commença à révéler sa vraie nature, celle d'une renarde cupide et sans scrupules. Une nouvelle version du conflit belle-mère, belle-fille était sur le point d'exploser, et elle était 100 fois plus terrible que celle que j'avais vécue. Pendant que je savourais les jours heureux de ma nouvelle vie, de l'autre côté de la ville, dans cette maison où j'avais enterré ma jeunesse, une tragicomédie se jouait quotidiennement. Ces nouvelles ne me parvenaient pas parce que je les cherchais, mais parce que, comme on dit, les mauvaises nouvelles voyagent vite. D'anciennes voisines, qui avaient toujours détesté l'arrogance de Madame Dubois, me racontaient tout, comme on partage un potin autour d'un verre. On disait que Madame Dubois avait vieilli de 10 ans depuis l'arrivée d'Élodie. Si elle m'avait détesté parce que j'étais trop compétente et méticuleuse, se sentant diminuée, elle apprenait maintenant à ses dépens ce que signifiait faire entrer le loup dans la bergerie. Élodie, enceinte de 4 mois, avait été accueillie comme une reine. Mais la façade de douceur et de gentillesse s'était effritée dès que j'avais été définitivement écarté. Élodie se révéla paresseuse, impolie et manipulatrice. Elle ne sortait de sa chambre qu'en milieu de journée, ne levait pas le petit doigt pour le ménage ou la cuisine, et ne lavait même pas sa propre assiette. « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce matin? Une soupe de bœuf? Je n'en veux pas, c'est trop gras. Va m'acheter de la soupe de nid d'hirondelle. C'est ce que ton petit-fils veut manger. » Élodie, allongée sur le canapé en se faisant les ongles, donnait des ordres à Madame Dubois.
La même Madame Dubois qui m'exigeait de me lever à 5 heures du matin pour préparer des bouillons complexes devait maintenant courir acheter de la nourriture de luxe pour sa nouvelle belle-fille. D'une voix pleine de ressentiment, elle répondit « Même enceinte, tu devrais bouger un peu. Si tu restes tout le temps allongé, l'accouchement sera difficile. » Chloé, elle, même à terme, faisait le ménage sans se plaindre. À la mention de mon nom, Élodie se redressa d'un bond, les yeux lançant des éclairs. « Ne me comparez pas à cette péquenaude. Je suis précieuse, moi. Je porte l'héritier de cette famille. Si elle vous manque tant, rappelez-la pour qu'elle fasse le service. Moi, je suis fatigué. » Madame Dubois resta sans voix. Personne ne lui avait jamais parlé sur ce ton. Mais en pensant au ventre rebondi d'Élodie et au petit-fils tant désiré, elle ravala son amertume et sortit, faire les courses, telle une servante pour sa belle-fille. En plus d'être paresseuse, Élodie était une machine à dépenser. Alors que les affaires de Julien périclitaient, que le restaurant était en déficit et que les dettes s'accumulaient, Élodie dépensait l'argent sans compter. Chaque jour, des colis de cosmétiques et de sacs de luxe arrivaient. D'où venait l'argent? Elle harcelait Julien, et s'il ne cédait pas, elle pleurait, menaçait de faire une fausse couche ou de sombrer dans la dépression. Julien, envoûté par elle et ne voulant pas perdre la face, alla jusqu'à contracter des prêts sur gage pour lui donner de l'argent de poche. Le conflit atteignit son paroxysme un soir où des créanciers vinrent frapper à la porte pour réclamer les intérêts du prêt pour le restaurant. Julien n'était pas là. Ce fut Madame Dubois qui dut leur faire face et les supplier avec humiliation. En rentrant, elle trouva Élodie en direct sur les réseaux sociaux, exhibant ses nouveaux achats cosmétiques valant des milliers d'euros. Madame Dubois explosa. Elle se précipita, arracha le téléphone d'Élodie et le fracassa au sol. « Mais quel genre de femme es-tu? Ton mari est couvert de dettes, je dois m'humilier devant des créanciers, et toi, tu fais du shopping. Tu veux ruiner cette famille ?» En voyant son téléphone en morceaux, Élodie perdit la raison. Elle se leva et poussa violemment Madame Dubois, qui alla heurter le coin d'une table. « Espèce de vieille folle, comment osez-vous casser mon téléphone? L'argent que je dépense, c'est mon mari qui me le donne. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Si cette famille est ruinée, c'est parce que votre fils est un incompétent et un idiot, pas de ma faute. Je lui ai fait la faveur de devenir sa femme, sans mariage ni statut, et maintenant vous osez me faire la morale? » Madame Dubois, se tenant les reins endoloris, regarda avec horreur la belle fille qu'elle avait tant louée pour son intelligence et son charme. « Toi, tu oses lever la main sur ta belle-mère? Espèce d'effronté, je vais te chasser de cette maison. » « Me chasser ?» ricana Élodie, un sourire narquois déformant ses lèvres. « Essayez donc, je partirai avec votre petit-fils. On verra si la lignée de votre famille ne s'éteint pas. Et n'oubliez pas, ce restaurant, même s'il est en déficit, est légalement à mon nom. Si je le vends maintenant, qui sera dans le pétrin? » À ce moment-là, Julien rentra, puant l'alcool. Voyant sa mère à terre et sa femme triomphante, il se précipita pour les séparer. « Arrêtez, vous voulez ma mort, toutes les deux ?» cria-t-il, désespéré. Madame Dubois s'agrippa à la jambe de son fils en pleurant. « Julien, regarde, elle a levé la main sur ta mère. C'est pour cette créature que tu as abandonné Chloé. Tu ne vois pas clair, maintenant ?» Julien regarda alternativement sa mère, Élodie et la maison transformée en champ de bataille. Il laissa tomber ses bras, impuissant. Il ne pouvait pas gronder Élodie, car elle tenait son avenir entre ses mains. Mais voir sa mère maltraitée lui faisait mal. « Élodie, arrête, maman est âgée, » dit-il d'une voix faible. « Toi, la ferme, espèce de mauviette. Ta mère m'a frappé et a cassé mes affaires, et tu prends son parti. Très bien, puisque vous vous liguez contre moi, je m'en vais. Je n'ai pas besoin de cette maison de misère. » Élodie monta dans sa chambre en claquant la porte. Madame Dubois s'effondra sur le sol en sanglotant, et Julien se cogna la tête contre le mur en s'arrachant les cheveux. Le simple récit de cette scène me donnait des frissons. Le karma était arrivé si vite, frappant Madame Dubois là où ça faisait le plus mal, sa dignité et son espoir de perpétuer sa lignée. Elle avait chassé une belle fille dévouée pour accueillir une reine tyrannique. Une semaine après cette violente dispute, la situation financière de Julien s'effondra complètement. Le restaurant, incapable de couvrir ses frais, dut fermer. Les créanciers lui donnèrent un ultimatum,
rembourser 30 000 euros de capital en 3 jours, ou il viendrait saisir les biens de la maison de sa mère. Julien courut partout, essayant d'emprunter de l'argent à ses amis et anciens collègues, mais tous refusèrent. La rumeur qu'il avait abandonné sa femme pour une maîtresse et fait faillite s'était répandue, et personne ne voulait l'aider. Acculé, Julien se souvint d'une réserve d'argent qu'il avait secrètement constituée lorsqu'il vivait avec moi. C'était l'argent qu'il avait détourné de mon salaire avant de le donner à sa mère. Environ 35 000 euros. Il gardait cet argent dans un coffre-fort personnel dans sa chambre, prévoyant de l'utiliser comme fonds d'urgence ou pour un futur projet. Cette nuit-là, comme la nuit où j'avais été chassé, il pleuvait à verse. Julien, angoissé à l'idée que la date limite de remboursement était le lendemain matin, rentra ivre. Il entra en titubant dans sa chambre, avec l'intention de prendre cet argent pour régler ses dettes et sauver la maison de sa mère. Mais en ouvrant la porte, une scène choquante s'offrit à lui. L'armoire était grande ouverte, les vêtements et les sacs de luxe d'Élodie avaient tous disparu. Et, plus terrible encore, le petit coffre-fort dans le coin de la pièce était ouvert et vide. Pas un seul billet ne restait. Julien, pensant que son ivresse lui jouait des tours, se frotta les yeux. Il fouilla frénétiquement le coffre, mais il était bien vide. Tout l'argent, sa bouée de sauvetage, s'était envolé. Sur la coiffeuse, un seul mot, griffonné à la hâte avec du rouge à lèvres. « Julien, désolé, je ne peux plus vivre cette vie de misère avec toi. Considère cet argent comme une compensation pour ma jeunesse. Ne me cherche pas. Je suis parti à l'étranger. Adieu. Ex-AIFO. » Le sang de Julien se glaça, le dégrisant instantanément. Élodie s'était enfuie. Non seulement elle l'avait abandonné, mais elle avait pris son dernier pécule, le laissant, lui et sa vieille mère, sur le chemin de la mort. « Espèce de garce !» hurla Julien comme une bête blessée. Sans plus réfléchir, il attrapa ses clés de moto et sortit de la maison comme une flèche. « Julien, où vas-tu » ? « Avec ce temps » cria Madame Dubois, en accourant, mais elle ne put qu'entrevoir la silhouette de son fils disparaître sous la pluie battante. Julien filait à toute allure sur la route déserte. Une seule pensée occupait son esprit, retrouver Élodie, récupérer l'argent. Il supposait qu'elle se dirigeait vers l'aéroport ou la gare routière. La pluie lui cinglait le visage, son esprit était embrumé par l'alcool, et la haine lui voilait la vue. Il conduisait comme un fou, grillant les feux rouges, des jurons plein la bouche. En arrivant à un grand carrefour, le feu passa au rouge, mais Julien ne le vit pas ou ne s'en soucia pas. Poursuivant le fantôme de la traîtresse, il accéléra pour traverser l'intersection. C'est à ce moment-là qu'un camion surgit d'une rue adjacente. Un klaxon assourdissant, suivi du crissement horrible des freins sur la chaussée glissante. Oh boum! Une collision terrible, dont le bruit submergea même le tonnerre. La moto de Julien fut projetée à des dizaines de mètres, se désintégrant. Et Julien, son corps comme une poupée de chiffon disloqué, fut projeté en l'air avant de s'écraser sur l'asphalte froid, roulant plusieurs fois avant de s'immobiliser. Le sang rouge se répandit, se mélangeant à l'eau de pluie pour teinter la route. Son casque, fendu en deux, avait roulé dans un coin. Le chauffeur du camion, terrifié, le visage blanc, sauta de sa cabine. Des badauds s'arrêtèrent, le bruit de leurs murmures et des appels à l'ambulance créant une cacophonie chaotique. Julien gisait là, les yeux grands ouverts fixant le ciel noir, la pluie tombait comme des aiguilles. Au dernier moment, alors que sa conscience éteignait, des images défilèrent. Il me vit, son ex-femme, riant joyeusement avec notre fille. Il vit sa vieille mère, pleurant devant la porte, et il vit Élodie, ricanant sur son tas d'argent. Tout disparut dans une obscurité pâteuse et une douleur qui lui rongeait les os. 1 heure plus tard, à l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière, Madame Dubois, contactée par la police, s'effondra. Elle pleura amèrement, puis se précipita à l'hôpital en taxi. Mais là, face au médecin, elle apprit une nouvelle encore plus terrible, un coup de foudre qui la laissa anéantie. Ce fut le début de l'appel qui a commencé notre histoire. L'appel qu'elle m'a passé, à moi. En quittant la porte de l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière, l'obscurité de la nuit semblait s'épaissir derrière moi. Les sirènes des ambulances résonnaient encore de manière plaintive, mais mon esprit était étrangement calme. J'avais laissé Madame Dubois face à une vérité cruelle et une douleur immense. Pourtant, mes pas se ralentirent.
Ce n'était pas par regret, ni pour faire demi-tour et payer les 30 000 € pour sauver ce traître. Cet argent représentait ma sueur, mon sang et l'avenir de ma fille Léa. Pas question de le dépenser pour la vie d'un homme qui avait essayé de nous détruire, ma fille et moi. Mais au fond de mon cœur, une conscience humaine subsistait. J'étais différent d'eux, même s'ils étaient mes ennemis. Ma fierté ne me permettait pas d'être assez cruel pour ignorer une vie en train de s'éteindre par manque d'argent. Je m'arrêtai à côté de ma voiture et sortis mon téléphone. Je n'appelais pas Madame Dubois, mais Monsieur Durand, un partenaire de longue date de mon entreprise et le président de la fondation caritative Le Pont de l'Amour. Monsieur Durand, c'est Chloé. Pardon de vous déranger si tard. Oui, il y a un patient en urgence à la Pitié, Salpêtrière. Un jeune homme, victime d'un accident de la route, dans un état critique, et sa famille est en grande difficulté. Oui, sa mère âgée et fragile, ils ont été escroqués et n'ont pas les moyens de payer l'opération. Je pris une profonde inspiration et parlais calmement. Pourriez-vous examiner son dossier pour une aide d'urgence? Je me porte garante de son identité. Oui, juste ce que les règles de la fondation autorisent. Non, ne dites pas que c'est moi qui vous ai contacté. Dites simplement que vous avez été informé par l'hôpital. En raccrochant, je poussai un soupir de soulagement. C'était la dernière et la plus digne chose que je pouvais faire pour Julien. Je n'avais pas sorti l'argent de ma poche, mais j'avais utilisé ma crédibilité pour lui ouvrir une porte de sortie. Je l'ai fait non pas par affection résiduelle, mais pour ma fille, pour qu'un jour, en regardant en arrière, je puisse lui dire que j'avais agi en accord avec ma conscience, en tant qu'être humain. Je regardais au loin, vers le hall de l'hôpital. Madame Dubois était toujours assise là, l'air hagard et recroquevillé, comme une feuille morte avant la tempête. Les 30 000 €, elle ne les recevrait jamais de moi. Elle devrait porter seule le fardeau de sa vie. Elle devrait vendre cet hôtel particulier, qui était sa fierté pour rembourser les dettes et payer les frais médicaux de son fils. C'était le prix qu'elle devait payer. J'ouvris la portière et m'installai au volant. Le parfum subtil de l'habitacle m'enveloppa, chassant l'odeur âcre de désinfectant. Mon visage dans le rétroviseur semblait un peu fatigué, mais mon regard était ferme. « Adieu, passez !» murmurai-je. Je mis le contact et la voiture glissa doucement sur la route déserte. Je pensais à Léa, qui dormait paisiblement à la maison. Demain matin, à son réveil, je lui raconterai un autre conte de fées. L'histoire d'une mère qui a combattu un dragon maléfique pour protéger le château heureux de 2 femmes. Je lui apprendrai que la gentillesse est précieuse, mais qu'elle doit être offerte aux bonnes personnes. Je lui apprendrai à ne jamais laisser personne piétiner sa valeur et à toujours s'assurer une porte de sortie, l'indépendance financière. Car face aux tempêtes de la vie, les piliers les plus solides sont nos propres jambes et l'argent que l'on a gagné soi-même. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve. Le cauchemar de 5 ans et l'écho de la sonnerie du téléphone au milieu de la nuit étaient enfin terminés. D'un coup de ciseau civilisé et ferme, j'avais coupé le fil de ce lien toxique, mais la vie continuait. Le temps, comme le sable, s'écoulait, apportant des changements inattendus, et le karma, ce juge le plus impartial, rendait son verdict final d'une manière à laquelle personne ne pouvait échapper. 2 ans plus tard, c'était la fin d'une année froide à Paris. La ville entière se préparait pour les fêtes. Debout dans mon bureau au 20e étage, je contemplais la ville scintillante de 1000 feux. Sur mon bureau, une plaque brillante indiquait « Chloé Fournier, directrice générale adjointe ». Ces 2 dernières années, je n'avais cessé de travailler. De la femme abandonnée par son mari et chassée par sa belle-mère, j'étais devenu l'une des cadres dirigeantes du groupe. J'avais acheté un appartement de luxe avec vue sur la Seine, où j'avais fait venir mes parents pour vivre avec nous. Léa était maintenant en CP dans une école internationale, une petite fille intelligente et jolie, qui ressemblait à sa mère. Ma vie était désormais remplie de rire et de paix. Je voyageais à l'étranger avec des amis chers et, surtout, je jouissais d'une liberté absolue. Parfois, des hommes brillants m'approchaient, mais je ne me pressais pas. Je savourais mon bonheur de célibataire épanoui. L'après-midi du réveillon du Nouvel An, je suis sorti en voiture pour acheter des décorations pour notre nouvel appartement. En attendant à un feu rouge à un carrefour animé, une scène sur le trottoir me figea sur place. Sur le sol froid d'une rue passante, une vieille femme aux cheveux blancs, vêtue de haillons, était assise par terre.
Elle essayait de donner à la cuillère une bouillie claire à un homme assis dans un fauteuil roulant, usé à côté d'elle. L'homme n'était que peau et os, ses membres étaient tordus, sa bouche déformée. Ses yeux vides fixaient le lointain, et de la bave coulait sur le bavoir sale noué autour de son cou. Bien que la poussière du temps et les épreuves les aient rendus méconnaissables, je reconnus immédiatement Madame Dubois et Julien. Julien n'était pas mort. L'opération lui avait sauvé la vie, mais les séquelles de son grave traumatisme crânien l'avaient laissé à moitié paralysé, ayant perdu l'usage de la parole et ses facultés cognitives. Il vivait comme une plante, un grand enfant dans un corps d'adulte, sans aucune sensation. Il dépendait entièrement des autres pour manger, se laver, pour chaque geste du quotidien. Et Madame Dubois, après avoir vendu à bas prix sa maison pour payer les dettes et les frais d'hôpital, s'était retrouvée sans rien. Avec le peu d'argent qui lui restait, elle n'avait pu louer qu'une chambre insalubre dans un quartier délabré. L'ancienne belle-mère arrogante et autoritaire était devenue la servante à vie de son fils handicapé. Le feu était encore au rouge pour 30 secondes. Je baissai légèrement ma vitre pour mieux voir. « Mange, mon chéri, encore une cuillère. Maman t'en supplie. » Pleurait Madame Dubois d'une voix rauque. Elle approcha la cuillère tremblante de la bouche de Julien, mais il eut une légère convulsion et renversa le bol. La bouillie chaude se répandit sur leurs vêtements. Madame Dubois éclata en sanglots. Elle essuya la bouillie sur les vêtements de son fils avec ses mains, se frappant la poitrine. « Mon Dieu, pourquoi ma vie est-elle si dure? Si seulement il était mort ce jour-là, j'aurais été tranquille. Élodie, espèce de garce, c'est toi qui nous as tués. Aïe, Julien, assis là, émettait des sons sans signification, des larmes coulant de ses yeux vides. Peut-être que, dans les profondeurs de son subconscient brisé, il ressentait encore de la douleur et du regret. Mais il ne pouvait ni parler, ni bouger pour expier ses fautes. Il était emprisonné dans son propre corps, condamné à regarder sa vieille mère souffrir chaque jour à cause de lui. C'était un châtiment bien plus terrible que la mort. En regardant cette scène, je ne ressentais plus aucune haine. Seulement une tristesse face à la vanité de la vie. J'avais entendu dire qu'Élodie, la précieuse future belle-fille, après s'être enfuie avec l'argent, avait été retrouvée par son amant millionnaire, qui lui avait tout repris. Elle vivrait maintenant dans la misère, cachée quelque part à la frontière. Chacun récoltait ce qu'il avait semé. Ils avaient autrefois essayé de tout me prendre, de me pousser dans une impasse. Mais finalement, c'est leur propre cupidité et leur méchanceté qui les avaient fait sombrer dans un abîme sans fond. Madame Dubois leva la tête, et son regard se posa sur ma voiture de luxe. Elle ne pouvait probablement pas me voir à travers les vitres teintées, mais elle voyait la richesse qu'elle avait tant convoitée et qu'elle avait un jour possédée. Dans ses yeux, il y avait de l'envie, du regret et du désespoir. Elle ne se doutait pas un instant que la personne assise dans cette voiture était la même belle-fille qu'elle avait chassée en la traitant d'inutile. Le feu passa au vert. Je remontai ma vitre et appuyai sur l'accélérateur. La voiture s'éloigna en douceur, laissant derrière elle le couple misérable dans la foule affairée. Je ne me suis pas arrêté pour leur donner de l'argent, ni pour sortir les humilier une dernière fois. Mon silence et ma disparition étaient la réponse la plus claire. Nous appartenions désormais à des mondes différents. Je rentrai chez moi. Là, mes parents et ma fille m'attendaient pour le dîner du réveillon. En arrivant devant la porte, Léa courut se jeter dans mes bras. « Maman, tu es là. Papy et mamie ont préparé la dinde et ils t'attendaient. » Je serrai ma fille contre moi, respirant le parfum de ses cheveux, sentant la chaleur familiale se répandre en moi. « Maman est là, ma chérie. Aziz, et, devant la table du réveillon remplie de rires, mes parents en bonne santé et ma fille adorable, je souris, satisfaite. C'était ça, le vrai bonheur. Un bonheur construit non pas sur le calcul et la tromperie, mais sur l'amour véritable, le travail et la bonté.